Moi, j'ai aucun problème quand Zizou, justement, il m'appelle le Portugais, ça va? Bah, j'ai dit, ouais, ça va bien, merci, l'arabe. Et toi? Un pronostic sur le vainqueur, la Ligue des Champions. Comme entraîneur ou sélectionneur, Zizou devrait prendre le relais. En tout cas, c'est ce que, perso, je souhaite. À l'école, j'entendais souvent, tu vois, ah, mais toi, t'es un fils d'immigré, rentre chez toi, tu vois. C'est dur, hein. C'est qui les 3 plus grands joueurs? Le premier qui vient à l'esprit, et parce que j'ai grandi avec lui, c'est Maradona. Bienvenue dans Click. Merci, c'est gentil. Merci d'être là, Robert. Merci pour l'invitation. Je suis trop fier de recevoir Robert Pires. C'est gentil, merci. Avec l'équipe d'Arsenal, vous avez été 2 fois champion d'Angleterre, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Avec l'équipe de France, vous avez été champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000. Vous êtes l'un des footballeurs français les plus connus au monde. Et pourtant, dans vos autres autobiographies, vous dites « Quand j'ai commencé le football, je me suis rapidement rendu à l'évidence. Je n'irai pas bien loin. Je courais vite. J'avais de l'envie pour 4, une bonne vision du jeu et j'étais sacrément bosseur, mais j'avais un handicap majeur. Je courais en canard. » Effectivement. On m'appelle soit le canard ou soit Aimé Jacquet. Elle m'a surnommé 10h10. Alors, parce que j'ai les pieds comme ça. Comment est-ce qu'on a corrigé ça? Impossible. Non, mais à corriger, non, c'est impossible. C'est Donc, ma morphologie qui est ainsi faite. J'avais une course un peu atypique et les gens ne comprenaient pas que je puisse courir aussi rapidement, avoir le ballon au pied et puis avoir une certaine vision. Donc, tu vois, cette coordination, les gens ne comprenaient pas. Après, bon, c'est peut-être un don du ciel que j'ai reçu, mais en fait, ça se corrige pas. J'ai continué, enfin, j'ai démarré comme ça et j'ai fini avec cette allure. Et est-ce que c'est grâce à ces pieds en canard que vous avez fait une passe décisive qui a permis à la France de gagner l'Euro? Bah, je pense que ça aide éventuellement d'avoir les pieds comme ça un peu ouverts. Alors par contre, pour faire du ski, non, c'est impossible. Je suis tellement nul. Ça tombe bien, vous faites du foot. Ouais, donc ça tombe plutôt bien. Mais disons que cette passe, elle est mémorable. Mais disons que ce que j'aime, c'est surtout le travail d'équipe qu'on a pu faire. Est-ce que mes pieds m'ont aidé? Oui, certainement. Après, c'est un travail. Après, tu le sais, c'est le talent que j'ai. Et quand on a du talent, il faut le travailler, il faut le perfectionner. C'est ce que j'ai fait justement. Pour arriver à cette action ou cette occasion-là, c'est ce que j'avais fait pendant de nombreuses années avec le FC Metz. Et c'est ce qui m'a permis de déborder, faire le fameux centre en retrait. Et puis après, David Trezeguet fait le reste. Quand on fait un geste qui rentre dans l'histoire du foot, dans l'histoire mondiale du foot, quand on fait ce geste-là, est-ce qu'on se le revisualise quand on y repense? De temps en temps, ouais. Maintenant, avec les réseaux, quand il y a les anniversaires, ça défile. Et je regarde, honnêtement, ouais, je regarde parce que, même si c'était il y a longtemps déjà, disons que ça fait du bien. Mais après, je pense que je me retrouve un peu dans la position du fan, tu vois, ou du supporter un peu nostalgique. Alors, même si j'étais un acteur principal, mais disons que ça fait toujours du bien parce que tu sais ce qui va se passer, tu connais le final, mais quoi qu'il arrive, tu regardes, et je regarde. Est-ce que ça fait le même effet qu'un chanteur qui entendrait ses anciens tubes à la radio? Je pense que oui. Après, il faudra leur poser la question, mais en tout cas, que je fasse une passe D ou que je marque un but, ça fait toujours du bien de le revoir, ouais, bien sûr. C'est important. On va raconter votre histoire, Robert Pires, mais avant, un petit peu de questions sur l'actu foot en ce moment. Oui. Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, a annoncé quitter son poste à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Votre avis sur Didier Deschamps et son bilan? Son bilan, il est plus que parfait. Hein. Parce qu'il a déjà été champion du monde en 98 en tant que joueur. C'est le premier à avoir soulevé la Coupe du Monde. En 2018, il remet ça en tant que sélectionneur. Donc, il la retouche une deuxième fois. Le bilan, pour moi, il est plutôt bon. Il a une chance de la gagner en 26? Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'il a une chance. Alors, je vais faire le discours du footballeur, mais disons qu'il y a les qualifs avant, il faut se qualifier. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième, c'est d'y aller. Et aujourd'hui, que ce soit Didier Deschamps avec les joueurs que l'on a, bien sûr qu'on fait partie des favoris. Et je crois que ça, aujourd'hui, on est capable de le dire, on est capable de l'assumer. Et on a de grandes chances de remporter une troisième étoile. Le favori pour succéder à Didier Deschamps, c'est Zinedine Zidane. Est-ce que vous échangez sur le sujet? Disons que pour moi, ce serait une suite logique. On a eu la chance d'avoir Laurent Blanc. Ensuite, ça a été Didier Deschamps. Maintenant, je pense que Zizou devrait prendre le relais. En tout cas, c'est ce que, perso, je souhaite.
parce qu'il aime l'équipe de France, il l'a démontré, il l'a prouvé. Il a entraîné un grand club comme le Real Madrid, il a gagné 3 fois la Champions League, donc ça veut dire qu'en tant qu'entraîneur, il sait ce qu'il faut faire, il sait comment manager des joueurs, il sait comment manager des égos, parce que dans les équipes, il y a toujours des égos. Et par contre, quand tu as Zizou comme entraîneur ou sélectionneur, généralement, quand le message il vient de lui, tu la fermes et tu dis « Ok, j'accepte ». Vous avez un groupe WhatsApp entre anciens de France 98 où vous parlez? Ouais, on a un groupe WhatsApp, 98. Ouais. C'est quoi la tonalité des échanges? Est-ce qu'on s'envoie des vannes, on s'envoie des vocaux, ça discute, ça échange? Bien sûr. Ça discute et ça échange beaucoup. S'il y en a un qui dit une connerie, de suite, il y en a un qui va balancer. Donc, on a gardé cette amitié. Alors, je vais être honnête avec toi, pas tous. Ouais. On gardait une certaine amitié. Mais il y a quand même tout le monde dans le groupe où il y a des exclus. Comment? Il y a quand même tout le monde dans le groupe où il y a des exclus. Non, il y a des exclus. Ah. Il y a des exclus. Après, c'est dommage parce qu'on a vécu quelque chose de fort, de formidable. Et c'est ce que mes parents disaient toujours, c'est que finalement, en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Même si tu as joué, même si tu as gagné, tu t'aperçois qu'après, l'affinité, avec certains, elle passe pas, quoi. Mais c'est comme ça. C'est qui les exclus? Non, c'est pas exclu, mais disons que, en fait, Didier Deschamps veut pas rentrer dans le groupe. Normal. Droit de réserve. Droit de réserve, il est grand, il n'y a aucun souci. Moi, honnêtement, je respecte. Je l'ai vu il y a 2 mois, quand on se voit, justement, c'était lors d'un tirage au sort, au siège de la FIFA. Ça se passe bien, on discute, on rigole, on se rappelle encore souvent les bons souvenirs, mais que ce soit dans le groupe WhatsApp 98. Et c'est ça qui est formidable. Donc là, le 12 juillet, on va tous se retrouver au Z5 de Zizou à Aix, parce que c'est une date apparemment importante. Donc on sera tous là. Les dernières semaines ont été marquées également par la suspension de l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, ouais. Paulo Fonseca, suspendu pendant 9 mois. Ouais. Il a tenu tête à l'arbitre Bernard Millot pendant le match de Ligue Brest-Lyon le 2 mars dernier. Est-ce que cette image vous a choqué? Oui, elle m'a choqué, elle a choqué tout le monde parce que justement, l'entraîneur est un exemple et surtout le comportement, il faut qu'il soit irréprochable. J'ai été joueur, je sais que parfois, les décisions de l'arbitre, elles sont difficiles à accepter. Tu peux toujours en discuter, mais tu t'aperçois au final que tu peux pas lutter contre un arbitre. S'il a pris une décision, c'est sa décision. Elle te fait mal, mais c'est la sienne. Lui, il a été un peu loin. Je suis un peu surpris parce que d'habitude, c'est, je pense, quelqu'un qui est assez calme. Après, je vais être honnête avec toi, c'est que j'essaye de me mettre un peu à sa place. Alors, le côté professionnel, ça se passe bien, mais surtout le côté privé. À mon avis, quand tu réagis comme ça, c'est que dans ton espace privé, c'est qu'il se passe quelque chose de négatif. Parce que si tu exploses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. En tout cas, c'est ce que je me permets de dire. Et après, attention, entraîneur, c'est dur. Ouais. T'as beaucoup... Alors, les gens vont dire « Ouais, mais ça va, c'est l'entraîneur de Lyon, il gagne beaucoup d'argent. » Enfin, on entend toujours la même histoire. Sauf que quand tu es entraîneur, tu as beaucoup de pression. Déjà, sur le terrain, en termes de résultats, parce que ton président il va te mettre la pression si tu ne gagnes pas. Et puis après, encore une fois, je reviens sur l'aspect privé. On ne sait pas ce qui se passe chez lui. C'est pour ça que je suis assez choqué et surpris aussi. Donc il faut rester des fois compréhensif. Il faut essayer, oui, je pense, parce qu'il faut essayer d'analyser un peu la situation. Alors, je ne sais pas si un jour il nous dira pourquoi il a réagi comme ça, mais s'il a réagi comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est un homme. Une réaction comme ça, c'est pas... Je ne défends pas, hein, mais j'essaie de comprendre. Et je me mets un peu à sa place et me dire, voilà, si c'est passé ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose chez lui. En tout cas, il s'est passé des choses assez incroyables dans la vie de Robert Pires. Vous êtes né à Reims, ouais. Père portugais, mère espagnole, fils d'immigrés. Quand vos parents arrivent en France, ils ne parlent pas un mot de français. Non. Ça a été très compliqué pour eux. Et vous dites que pour vous, en classe, c'était dur à vivre. Ouais, c'était assez dur et puis en même temps marrant, quoi. Je te dis marrant parce que, alors tu l'as dit, mon père portugais, ma mère est espagnole, ils se sont rencontrés à Reims. Moi, je suis arrivé en 1973.
à Reims. Et en fait, j'y marrant parce que quand tu sais, tu sors de l'école, tu vas chez toi et puis tu as des devoirs. Sauf que quand tu demandes à ton père, papa, est-ce que tu peux m'aider? Et qui te répond, bah, va demander à ta mère. Ok, bon, je vais demander à ma mère. Et quand ma mère me dit non, bah, demande à ton père, alors tu te retrouves au milieu et tu fais comment? Bon, bah, t'as pas le choix. Tu apprends. Sauf que j'étais pas vraiment bon à l'école. Et après, bon, voilà, j'ai appris comme ça le français. Je l'ai écrit. Et puis après, ce que j'aime, c'est en fait l'éducation que j'ai reçue de la part de la France. Alors, bien sûr, je suis français, mais c'est vrai que en tant que fils d'immigré, ça n'a pas été facile, notamment à l'école, quoi. Et votre père, c'était votre héros. Ouais. Il vous a transmis la passion du foot. Oui. Quels enseignements vous tirez de lui? C'est quoi la phrase, quand vous pensez à votre enfance, à votre père qui était votre modèle absolu, qu'est-ce qu'il vous a transmis? Ou une phrase qu'il répétait souvent, qui vous marquera toujours, que maintenant vous pouvez même répéter à vos enfants? Qui ne tente rien n'a rien. Bon, avec ces mots à lui, hein, parce que bon, le français au début c'était un peu compliqué, mais disons qu'il a essayé de me dire que lui, il aurait aimé être footballeur professionnel. Malheureusement, il s'est arrêté dans le monde amateur, ce qui est très bien, puisque moi aussi j'ai démarré dans ce monde-là. Sauf qu'entre le monde amateur et professionnel, bon, il y a une étape qui est assez difficile à franchir. Et j'ai tenté. J'ai réussi. Mais disons que grâce à lui, déjà, parce qu'il m'a donné cette passion, parce que j'allais le voir tous les matchs. En fait, j'étais le seul garçon, quand il jouait à l'extérieur, je prenais le bus avec son équipe. Parce que je voulais être avec lui, parce que j'aimais comment il jouait, parce que c'était un attaquant, parce qu'il marquait des buts, parce qu'il allait vite. Et puis, pendant des années, ça a été un peu ma référence. Et vous dites aussi que vos parents, ils avaient appris à se faire discrets, à raser les murs. Bah, oui, parce qu'en fait, ils m'ont toujours dit, écoute, on n'est pas chez nous. Tu vois, c'est dur, hein, quand tu as tes parents qui disent, finalement, bon, on est en France, mais on n'est pas chez nous. Donc, l'éducation, elle a été extrêmement importante pour mon frère et pour moi. Et c'est vrai qu'on a toujours été discrets. On ne voulait pas faire de vagues. Et même si parfois, je subissais un peu de racisme, tu vois, à l'école, parce que j'entendais souvent, tu vois, ah, mais toi, t'es un fils d'immigré, t'es pas un Portugais, rentre chez toi, tu vois. Mais c'est dur, hein. Donc, quand tu le dis à tes parents, ils te disent, ouais, écoute, bon, fais pas de vagues. Ne dis rien, subis, mais ne dis rien. Donc, voilà, c'est de dire, bon, il faut que je rentre dans le moule français, ce qui est normal, puisqu'on est en France, parce que je vais à l'école française, parce que je reçois cette éducation française. Donc, oui, j'ai rasé les murs. Est-ce qu'en grandissant, malgré le succès, malgré votre réussite dans le foot, ce racisme, vous l'avez encore subi, anti-portugais? Non, ça va. Non, ça s'est calmé parce que après, le football et être footballeur calme certaines choses. Donc ça, je l'ai subi quand j'étais ado. Et puis non, après quand je suis passé professionnel, bon, les gens, voilà, Pires, il est français, il joue pour l'équipe de France. Il fait partie des nôtres, en gros. Tu vois, c'est ça. Et ça fait quoi aux fils d'immigrés que vous êtes, avec des parents qui disent qu'ils ne tentent rien à rien, qui ont quitté leur pays pour tenter leur chance dans un autre pays, de venir ramener la Coupe du Monde en 98 pour la France? C'est juste une consécration du travail que j'ai pu faire. Je sais que mon père aurait aimé être à cette place, mais lui, avec le Portugal, il aurait aimé jouer justement pour le Portugal parce que c'était un bon footballeur. Et après, pour lui ou pour ma mère, extrêmement, ils sont extrêmement fiers de ce que j'ai pu faire, de ce qu'on a pu réaliser. Et puis, tout ça, c'est juste parce que il y avait une certaine stabilité chez moi, tu vois, et mes parents m'ont beaucoup aidé. Notamment ma mère, parce qu'à l'âge de 15 ans, moi, je voulais arrêter le football. Pourquoi ? Parce que j'estimais que j'étais pas bon, parce que j'étais pas grand, parce que j'étais frêle, parce que quand il y avait un duel, j'étais toujours par terre. Et en fait, je ne résistais pas à la photo. En fait, je résistais pas au duel, ni au contact. Tu vois, on voit presque tous mes os, là. Donc j'étais hyper maigre.
Et donc, je me souviens, un jour, je rentre de l'entraînement, je l'ai dit souvent, mais je suis dans l'équipe C, quoi. Tu vois, tu as l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. Et l'équipe C, c'est un peu la loose, quoi, tu vois. Et donc, j'arrive, je dis à ma mère, bon, voilà, j'arrête le football. Je veux plus jouer à ça. Et là, bon, j'ai pris une gifle, vraiment. Et puis après, j'ai eu le discours de ma mère, qui m'a dit justement, tu sais pas ce que tu veux, je croyais que tu voulais être footballeur, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Enfin, le vrai discours de la maman qui veut que son enfant réussisse. Et après, bon, j'ai eu, encore une fois, je te dis, j'ai eu le support. Et donc vous remerciez votre maman de vous avoir mis une gifle? Ah ouais, franchement, oui, mais elle le sait. Elle est contente. Elle est extrêmement fière de m'avoir giflé, ouais. Mais ça m'a fait du bien, honnêtement, ouais. Parce que la preuve, après ça, j'ai continué, je suis grimpé dans l'équipe B, après dans l'équipe A, et après, tu connais la suite. Extrait du documentaire Les yeux dans les bleus, la victoire. Pourquoi est-ce qu'elles sont toujours aussi émouvantes, ces images? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la même émotion que la précédente victoire de la Coupe du Monde? Si, je pense qu'en 2018, on a eu la même émotion. En tout cas, perso, je l'ai eu parce que je suis joueur de l'équipe de France. Mais là, vous avez les larmes aux yeux en voyant ça. Ouais, mais parce que je suis un peu... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, je me retrouve un peu dans la position du supporter ou du fan. C'est-à-dire que en revoyant ça, ces scènes-là, ouais, c'est de la nostalgie qui rentre en toi. Parce que, en fait, pour arriver là, c'est dur. Vraiment. Et on en a chié, on ne nous a pas fait de cadeaux. Personne ne nous croyait en nous. Et puis, en fait, on a démontré qu'avec une certaine force de caractère, alors bien évidemment du talent, il en faut dans une équipe, bah, tu peux réussir. Donc, tout ça amène à un beau mélange entre les joueurs, entre Aimé Jacquet. Et c'est pour ça, ça fait toujours du bien de revoir ces images-là. Ça fait 27 ans. Ça va faire 27 ans le 12 juillet. Et je pense que dans 10 ans, quand on reverra ces images-là, j'aurai toujours la même émotion. Hein. Mais c'est sûr et certain, jusqu'à la fin. Tout ce que j'allais dire, c'est muscle ton jeu, Robert. Regarde. Robert, que ça soit à droite et à gauche, pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas musclé mon jeu. Ouais. Non. Non, je l'ai pas. Finalement, je l'ai pas musclé. Non. Non, parce que déjà, je suis hyper surpris qu'il me dise ça parce que je m'y attendais pas. Et après, quand je fais l'analyse de la phrase, bah, je sais pas ce qu'elle veut dire. Muscle ton jeu. En fait, moi, je l'ai jamais fait parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ma morphologie, elle est faite ainsi, c'est-à-dire que j'évite tous les duels, moi. C'est pas mon jeu parce que je sais que je suis pas bon dans ce domaine-là. D'autres le sont. Perso, je le suis pas. Et j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et ma force sur le terrain, c'était autre chose, mais pas celle-ci, non. Quand on voit les images de France 98, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien, mais il y a quand même une nostalgie parce que c'est une France qui n'existe plus. On nous a raconté la France Black Bomber, elle n'existe plus. Cette France unie, en tout cas, on rêve de revoir une France unie, mais on la voit plus comme ça. Bon, en 2018, elle l'a été de nouveau, je pense. Peut-être pas aussi fort que 98. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est que en fait, 98, c'est peut-être différent et c'est à part, parce que c'est la première fois que tu es champion du monde. Mais même ce foot, il n'existe plus, on dirait. Non, le football, il faut... Alors, comme dirait Kylian, le football, il a changé. Ah, mais il a raison, bien sûr. Mais bien sûr qu'il a changé. Il a évolué.
Après, que ce soit à toi, à moi, il faut qu'on s'adapte, même à nous, les anciens. Et c'est pour ça, en fait, j'aime pas comparer, tu vois, les époques, les générations, les entraîneurs, les joueurs, non. C'est incomparable. Mais non, c'est incomparable, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ce que je regrette, par contre, dans le football moderne, c'est qu'il y ait de moins en moins de très grands joueurs techniques. Parce que moi, on me bassine toujours, on me dit « Ouais, mais regarde, lui, athlétiquement, il est fort, physiquement, il est fort. » Ouais, d'accord, mais il se passe quoi avec le ballon ? Moi, quand je regarde un joueur, la première chose que je regarde, c'est comment il est avec le ballon. Si techniquement, il est bon ou pas. Après, le reste, on sait tous courir. Physiquement, on va l'apprendre parce que le cardio, ça vient en jouant, tu vois, des matchs. Mais aujourd'hui, c'est ce que je regrette un peu. C'est que ce manque de technique chez les joueurs. Alors, c'est qui les 3 plus grands joueurs pour techniquement ouais. Aujourd'hui Pour Robert Pires, non, de tous les temps. Allez, on y va. Ah, de tous les temps. Qui vous ont le plus impressionné. Vous vous êtes dit, waouh, ou un. Le premier qui vient à l'esprit. Le premier qui vient à l'esprit, et parce que j'ai grandi avec lui, c'est Maradona. Parce que c'est ma génération. Maradona, il était juste... je ne sais même pas s'il y a un adjectif. Il était exceptionnel. Après, tu en as eu d'autres. Tu as eu Johan Cruyff. Fabuleux. Il avait un dribble extraordinaire. Après, tu as Zizou, tu as Ronaldo, tu as Ronaldinho. Enfin, toute une certaine génération brésilienne aussi qui était très, très forte. Ouais, entre 95 et 2000, et 2005. Mais tu vois, ça, techniquement, ce sont des très grands joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ah, la technique. Ah, j'ai oublié Dennis Bergkamp. Ah oui. Thierry Henry ? Oui, Thierry Henry. Ouais, mais le problème, tu m'as dit un. Tu vois, Donc, s'il y en a un, c'est Maradona. Ah, le premier, parce que j'ai grandi avec lui, oui, c'est Maradona, oui. J'aimerais qu'on refasse encore un petit tour, juste pour le kiff, en 98. Ah, vas-y, moi, ça me dérange pas. Ah, bah allez, on se fait kiffer alors. Après la victoire contre le Paraguay au 8e de finale et avant France-Italie. J'ai la conviction que je peux apporter quelque chose parce que j'ai une envie, j'ai une force en moi, c'est tout. Et maintenant, il va falloir montrer vendredi. C'est tout. Il va falloir montrer vendredi que justement, je me sens fort. Sans me prendre la tête. Hein. Parce que tout le monde, Zidane par-ci, Zidane par-là, Zidane, rien du tout. Zidane, il va essayer de faire ce qu'il sait faire. Et avec tous mes autres potes, on va essayer de donner le maximum pour avancer dans la compétition. C'est tout. Zidane par-ci, Zidane par-là, Zidane rien du tout. Tout est dans le rien du tout. Tout est dans le rien du tout et c'est lui qui le dit. Et c'est vrai. Parce que je me suis déjà embrouillé avec des gens à cause de ça. Quand j'explique que Zizou à la Coupe du Monde 90, il n'a pas été bon. Pas du tout. Et quand on me dit, mais c'est qui ? Et quand je dis Youri Djorkaeff, les gens disent ah ouais, finalement, c'est vrai que Youri était très bon. Le souci, c'est que Youri, un peu comme nous tous, ce qui est normal, parce que Zizou fait partie des très très grands joueurs, c'est qu'on est dans l'ombre de Zizou. Et moi, ça ne me dérange pas. Bon, au contraire, parce que j'ai eu cette opportunité de jouer avec lui. Mais Zizou, en 90, il le dit. Zizou par-ci, Zizou par-là. Mais non, il n'a pas été bon. Il a été très bon le jour J. Le 12 juillet 98, contre le Brésil, il a mis 2 buts. À partir de ce moment-là, voilà, on ne pouvait plus l'arrêter. Vous étiez où au moment du coup de tête et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Au moment du coup de tête, déjà, j'étais hyper surpris parce que venant de lui, je ne pensais pas qu'il puisse faire ça. Après, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les entraîneurs, la pression. On subit beaucoup de pression sur le terrain. Alors attention, je ne le défends pas, hein, parce que ça, c'est un geste qu'il ne faudra même plus le montrer. Mais disons que j'étais où ? J'étais en Espagne, à Villarreal. Je venais de signer dans mon nouveau club. Et c'est vrai que quand on a revu cette image-là, ouais, je dis, ouh, Zizou, il peut pas finir avec sa carrière internationale là-dessus. Vous avez lu le fin mot de l'histoire ? Ah non, aucune idée. Bon, c'est une histoire d'insulte, ce qui est normal. Ça, c'est ce qui se passe, en fait, c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, parfois tu acceptes, et parfois, tu acceptes pas. Mais des insultes, ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Il y a des insultes qui, auraient pu vous faire vriller complet ? Bah, de toute façon, après, tu sais, les insultes, généralement, c'est sur les mamans. Hein. Malheureusement, c'est
c'est comme ça, mais parfois, oui, parfois c'est hyper tendu, hyper électrique avec certains joueurs, parce que t'en as, ils te cherchent, ils font que ça. Et en Angleterre, par exemple, c'est que ça, quoi. Tous les week-ends, c'est pratiquement des insultes. Après, on me dit, ouais, bon, c'est normal, il faut se maîtriser. Non, mais en fait, les gens qui parlent ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que moi, j'entends plein de journalistes donner leur avis. Ouais, ok, mais j'entends, hein. Mais toi, quand tu es sur ton banc ou chez toi et que tu dis « Ouais, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, il n'a pas à faire ça ». Ok, normal, on n'a pas à faire ça. Sauf que tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Tu vois, cette pression, cette tension, déjà du résultat, la pression du président, parce que tu sais qu'il faut absolument que tu gagnes, des supporters aussi, qui est énorme. Et puis après, tu as ton rival, qui lui veut une chose, c'est te déstabiliser et que tu dégoupilles. Donc ça fait partie du jeu aussi de bien savoir insulter l'autre. Bien sûr, il faut aussi une certaine répartie. Bah ouais, mais c'est comme ça sur le terrain. C'est pas rose, hein, tous les week-ends. Hein. Et chez les amateurs et chez les pros, c'est la même chose. Je me posais une question aussi sur France 98. On a beaucoup parlé de l'esprit de 98, mais il y a quelque chose qui était drôle, c'est que vous... C'est quoi ? Vous charriez tout le temps sur vos origines sans que ça soit raciste. Bah ouais, vous appelez le portugais, par exemple. Bah moi, on m'appelle le portugais, Zizou, je l'appelle l'arabe, pas de viral sénégalais. Oui. Mais c'est entre nous, il n'y a pas de... Ou même les Antillais. Mais il n'y a aucun problème, c'est entre nous. Ça fait partie déjà de nos racines. Et puis on l'accepte, quoi. Moi, j'ai aucun problème quand Zizou, justement, il m'appelle le portugais, ça va ? Bah, j'ai dit, ouais, ça va bien, merci, l'arabe. Et toi ? Quoi de neuf ? Et il est où le problème ? Il n'y a aucun souci entre nous vis-à-vis de ça, quoi. Et il n'y a aucun moment de racisme, non. Mais le racisme, il est loin, quoi. Très, très loin. On va fêter un anniversaire qui aurait pu être le vôtre. Ouais. Les 123 ans du Real Madrid, cette année. Vous avez failli jouer au Real Madrid. Il y a eu une couverture mythique avec vous qui était censé y arriver. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Alors, c'est vrai que c'était en 2000, après justement le championnat d'Europe. En fait, j'avais vraiment cette chance de choisir entre le Real Madrid, la Juve et Arsenal. Et tout était pratiquement fait avec le Real. Et au dernier moment, je change d'avis parce que c'est Arsène Wenger qui me mange le cerveau et qui me dit je te veux, il faut que tu viennes chez moi, je vais perdre Marc Overmars. Donc j'étais censé le remplacer parce que lui partait à Barcelone. Et il me dit le seul, bon, discours du coach, hein, d'entraîneur, le seul qui peut le remplacer, c'est toi. Et donc c'est parti de là et il m'a un peu embrouillé, pour être honnête avec toi. Il m'a vraiment embrouillé. Et j'ai changé d'avis au dernier moment. Alors que je gagnais plus d'argent avec le Real qu'avec Arsenal. C'est pas l'argent qui vous a convaincu. Ah non, sinon c'est pas au Real. C'était quoi les éléments de l'embrouille ? Vous dites, mais j'aurais jamais dû le croire sur ce détail. Ah non, mais je l'ai cru. D'accord. Ah non, je l'ai cru, et puis il a été honnête avec moi. Et puis pendant 6 ans, j'ai joué, quoi. Et c'est ce qu'un joueur demande, quoi. C'est que tu sois titulaire pratiquement à tous les matchs. Bon, pas à tous les matchs parce que c'est compliqué. Mais c'est ce que l'on veut, et en fait, c'est ce que l'on souhaite. Et ce qu'il m'avait dit, en fait, ça s'est concrétisé sur le terrain. Et puis, pendant 6 ans, je me suis régalé, quoi. Pourquoi est-ce que le Real, c'est un club pas comme les autres ? Pourquoi est-ce qu'il a cette aura ? De toute façon, c'est le numéro 1 au monde. Pourquoi il a cette aura ? Aucune idée. Mais par contre, il a cette qualité et cette capacité, c'est que quand il faut gagner, il sait comment il faut gagner. Il peut être en difficulté, il peut être mauvais, mais tu sais qu'au final, il va gagner. En fait, c'est ça. En fait, ils sont rentrés dans ta tête, déjà. Quand tu joues le Real, tu sais que ça va être dur, mais tu sais que même si toi, t'es bon, ils vont gagner. Et c'est ce qui se passe généralement avec le Real. Alors, avec le Real Madrid, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une force c'est une force qui vient de l'extérieur. Et surtout quand tu vas jouer chez eux, je ne vais pas dire le mot, mais tu te fais dessus, quoi. Ah ouais, on dirait du Kylian dans le texte, on l'écoute. C'est vrai. Ouais. Comment tu la décrirais, cette saison, pour l'instant ? Où on en est ? On est là. Ouais. Pour toi, je veux dire. Ouais, on est là. C'est pas le meilleur des débuts de saison, que ce soit collectif ou individuel. Mais on y lise dans les trophées et on se prépare pour les moments qui vont compter. Et après, on a déjà gagné un trophée, la Super Coupe d'Europe. On va jouer une finale là, dans une semaine, 2 semaines, pour gagner un 2e trophée en 3 mois.
Mais après, c'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais au final, au Real, c'est où qu'on t'attend dans la deuxième partie de saison. C'est là où on t'attend, c'est là que les titres se gagnent. Et c'est là où réellement tu vas être jugé pour cette saison-là. Kylian nous avait dit, début de saison compliqué, le deuxième, ça va changer. Et ça a changé. Est-ce que c'est ça la magie du Real ? Bah, c'est la magie du Real, mais aussi c'est la magie du joueur de foot. Qu'il faut un temps... on le dit, on a toujours le même discours, mais il y a toujours ce temps d'adaptation. Tu changes de pays, tu changes de langue, tu changes d'équipe, d'entraîneur, de façon de jouer, de coéquipier. Il faut, même si tu t'appelles Kylian Mbappé, même si tu t'appelles Zidane, Ronaldo, il faut avoir ce temps d'adaptation. Et c'est pas facile. Est-ce que j'étais inquiet pour lui ? Non, pas du tout. Non. Ben non, impossible. Et là, aujourd'hui, il démontre que c'est un grand joueur et que quand il y a ce temps d'adaptation qui est passé, ben, il va réussir. Il va marquer des buts. Et surtout, il est décisif. Donc, encore une fois, non, j'avais zéro doute sur lui, quoi. Pour justement jouer au mieux dans ce grand club, qui est le Real Madrid. Le PSG évolue très très bien en Ligue des Champions. Ouais. Le Real évolue très très bien. On a demandé à Kylian qu'est-ce qui se passerait si les deux devaient s'affronter. Mais je leur souhaite le meilleur, moi, au PSG. Tu penses qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions un jour ? Bah pour l'instant, j'espère pas, parce que moi, je veux la gagner avec Madrid. Il n'y a pas de coupe. Mais après, dans le futur, je pense j'espère qu'un jour, ils gagneront, parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi, je dois gagner un peu. Un pronostic, Robert Pires. Un pronostic sur le vainqueur de la Ligue des Champions de cette année ? Barcelone. Et j'ai dit Barcelone parce que cette année, ils ont une très très belle équipe. Ouais. Et sur un match Real-Paris, qui gagnerait ? Ah, c'est une bonne question. Alors, vu que tu me parlais d'un mot tout à l'heure concernant le Real, pourquoi il y a toujours cette magie ? Je vais te dire le Real. Je te dirais le Real parce que le Real, il joue pas bien, il joue mal, mais au final, il gagne. Donc, je te dirais plus le Real Madrid. Même si Paris est magique. Paris est magique, il n'y a aucun problème. Et surtout cette année, je trouve qu'il joue très bien. Luis Enrique a trouvé une bonne formule, a mis en valeur des très bons joueurs, des très jeunes bons joueurs. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a... En fait, c'est ce que j'aime avec le football, c'est de pouvoir mélanger la jeunesse et les joueurs qui ont une certaine expérience. Et aujourd'hui, Luis Enrique, il le fait bien. Et puis, ça se passe au top, quoi. Dans le championnat, il n'y a personne qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout comment ils jouent. C'est pour ça que de les voir jouer aujourd'hui, c'est hyper agréable. Autre joueur du Real qui est venu sur ce plateau, qui a pris la parole, c'est Aurélien Tchouaméni. Lui, il a parlé des cadences auxquelles se confrontaient les joueurs. On l'écoute. Il faut prendre en considération la santé des joueurs. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de matchs que les matchs vont être de meilleure qualité. Avant la quantité, je pense que c'est la quantité qui doit primer. C'est la qualité, qui doit primer. Après, je suis pas là pour me plaindre puisque c'est ce qu'on a toujours rêvé de faire, jouer des matchs, jouer dans des grands stades, devant le public. Mais forcément, quand on est dans ce système-là, c'est sûr que des fois, on aimerait avoir peut-être une semaine de repos ou quelque chose comme ça. Donc, comme je l'ai dit, je pense que c'est une discussion tout simplement qu'on doit avoir entre les instances du football et les acteurs du jeu pour essayer de trouver une solution commune. Robert Pires. Sur quoi, les cadences ? Ouais. À mon époque, c'était la même chose. En fait, il y a un mot qu'on ne doit pas dire quand on est footballeur professionnel. On n'a pas le droit de se plaindre. Ben non. On peut discuter, on peut trouver des solutions, on peut aller voir les instances, l'UEFA, la FIFA, mais discuter, oui. Après, tu peux discuter avec ton entraîneur, dire voilà, je suis un peu fatigué, ou même l'entraîneur, s'il sent que tu es un peu fatigué, il peut te mettre sur le banc au repos, il n'y a aucun problème. Mais nous, non. Se plaindre, c'est interdit. Mais discuter, encore une fois, avoir un dialogue, ça, oui, ça, c'est possible. Mais nous, on jouait tous les 3 jours aussi. Et surtout quand tu jouais... Enfin, je sais pas, quand je jouais à Arsenal, c'était non-stop, quoi. Non-stop. Avant de se quitter, Robert Pires, un dernier kiff, les yeux dans les bleus.
Magnifique. Ah, ça fait du bien, non? Ah, c'est kiffant. Ouais, parce que tout le monde va replonger dans ce qu'on a fait en 98, se rappeler où il était le 12 juillet, et puis surtout, on a gagné, quoi. C'est ça qui est... En fait, c'est ça qui est beau. Ouais. Et en fait, c'est la puissance du football. Quand tu as des événements comme celui-ci, quand tu gagnes, en plus, bon, c'est la première fois, tu vois, tu es en France, c'est à Paris, c'est au Stade de France, tu bats le Brésil, on était outsiders, et puis les gens disaient, mais de toute façon, ils vont prendre une raclée contre les Brésiliens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que qui ne tente rien n'a rien. Nous, on l'a tenté, on l'a obtenu, puis regarde, ça c'est juste exceptionnel. Quand on fait la parade, là, sur les champs, incroyable. Parce que, je vais être honnête avec toi, on s'y attendait pas. En fait, on savait ce qui se passait, parce que nous, on était vraiment dans notre monde. Et c'est ce qu'a voulu faire, et c'est ce qu'a créé Aimé Jacquet. Et on ne regardait pas vraiment ce qui se passait à l'extérieur. Alors, on savait que les gens étaient hyper contents. Mais bah, ça, c'est juste... non, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'on avait... Je te fais rapide. On avait la parade à faire, on avait un circuit à faire. Et à la moitié, on a fait demi-tour. Non, c'est impossible. Tellement il y avait de monde, tellement c'était... Non, c'est de la folie. Il y avait trop de monde. Mais les gens en fait, je les comprends. Et on les comprend. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de voir la Coupe du Monde, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis la puissance du football, ou même la puissance de la Coupe du Monde. T'imagines? Juste un trophée comme ça. Hein. Il n'est pas grand, hein. Regarde ce que ça procure. Non, c'était incroyable. Mais c'est grâce à cet homme-là, Aimé Jacquet. C'est lui qui a tout fait. Un seul mot à vous dire, Robert Pires. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup.